Bienvenue à tous et Info Soir, voici les titres de ce mardi. La tension remonte au Proche-Orient. L'aviation israélienne a tué ce matin l'un des chefs du djihad islamique à Gaza. L'organisation islamiste rivale du Hamas a aussitôt réagi en tirant des dizaines de roquettes contre Israël. C'est un événement qui réunit tous les 2 ans les 193 États membres de l'UNESCO. La 40e conférence générale de cette organisation onusienne s'est ouverte aujourd'hui à Paris. Une délégation marocaine prend part à l'événement qui se poursuit jusqu'au 27 novembre. Lauréat du prix Nobel de la paix 2016, l'ancien président colombien Juan Manuel Santos vient de se recevoir le prix international Mémoire pour la démocratie et la paix décerné lors de la 8e édition du Festival international de cinéma et mémoire commune Anadolu. À la fin de cette édition, une satire sociale réalisée par Naïma Ziten et interprétée par les comédiens du théâtre Aquarium. La pièce traite du problème de la paternité en inversant audacieusement les rôles biologiques de la femme et de l'homme. Dans Nzlo Leslam Tkoum, 2 hommes attendent un enfant et racontent les maux endurés pendant leur grossesse. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Proche-Orient, à nouveau sous haute tension. L'aviation israélienne a tué ce matin l'un des chefs du djihad islamique à Gaza. L'organisation islamiste rivale du Hamas, qui a confirmé le décès, a aussitôt réagi en tirant des dizaines de roquettes contre Israël. Des échanges de tirs qui font craindre une nouvelle escalade dans la région. Les développements avec Salim Abnal. De la fumée s'élève encore au-dessus de cet immeuble de Gaza, visé la nuit dernière par une frappe de Tsahal. L'armée israélienne a repris sa politique d'assassinat ciblé, tuant un haut commandant du groupe palestinien djihad islamique. L'opération a été revendiquée par le Shin Bet, qui accuse Abou Atta, dont les funérailles ont eu lieu cet après-midi, d'être responsable de centaines d'attaques contre Israël. Il a planifié de nombreux attentats contre la population israélienne autour de Gaza. Nous ne souhaitons en aucun cas une escalade de violence, mais nous ferons tout pour nous défendre. En représailles, une pluie de roquettes s'est abattue depuis Gaza sur Israël, selon l'armée, qui dit en avoir intercepté un grand nombre. Au même instant, à Damas, un avion israélien aurait lancé un raid sur le domicile d'Akram El-Ajouri, membre du bureau politique du Front de libération de la Palestine. 2 personnes ont été tuées, dont son fils. Nous avons pris notre décision ce matin. Il est certain qu'après ces 2 assassinats, des représailles auront lieu et se poursuivront dans les prochaines heures et les prochains jours. À Gaza, les autorités palestiniennes ont fait état de 4 morts, le commandant palestinien et son épouse à l'aube, et 2 autres jeunes hommes plus tard en journée dans des frappes israéliennes visant l'enclave sous blocus depuis plus de 10 ans. Le monde se fissure. Quel État peut aujourd'hui réparer ces fissures isolées du reste du monde? C'est le message adressé par Antonio Guterres aux participants au Forum de Paris sur la paix, un rendez-vous qui en est à sa 2e édition et qui a pour objectif la défense du multilatéralisme dans le monde. Pendant 2 jours, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement doivent discuter de la défense du multilatéralisme face à la montée des égoïsmes nationaux. En marge de ce forum, Mohsin Ghezzouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des MRE, a tenu des échanges avec des responsables actifs dans le domaine de la paix. De nouvelles manifestations et une grève des enseignants et des élèves secouent l'Irak. Les Nations Unies s'impliquent de plus en plus pour tenter de résoudre pacifiquement la crise après des violences sanglantes. Depuis le 1er octobre, 319 personnes ont été tuées, principalement des manifestants selon un bilan officiel. Et un accord politique conclu la semaine dernière sous l'impulsion de l'émissaire de l'Iran en Irak pour mettre fin à la contestation a fait redouter un bain de sang. L'ex-président bolivien Evo Morales, qui s'est dit menacé, était à bord d'un avion militaire mexicain hier soir pour rejoindre le Mexique où il a obtenu l'asile alors que l'armée bolivienne a annoncé vouloir prêter main forte à la police pour ramener l'ordre. 3 semaines de rassemblements d'opposants pour protester contre la réélection de Morales lors d'un scrutin jugé frauduleux par l'opposition ont conduit dimanche dernier à la chute du président.
Direction l'Australie où l'état d'urgence a été déclaré en raison d'une cinquantaine de feux de forêt menaçant près de 6 millions de résidents. La situation est particulièrement critique dans le sud-est du pays, décrite comme hors norme par les pompiers. Les conditions vont s'aggraver ces prochains jours. Environ 3000 soldats du feu ont été déployés, appuyés par des centaines de camions-citernes et 80 avions. Le point avec Oussama Khali. Des flammes qui ravagent les forêts australiennes et qui, attisées par des rafales de vent atteignant les 60 km/h et un air sec, progressent rapidement vers les grandes villes. C'est toute la moitié est du pays qui est menacée aujourd'hui par des brasiers. Les avions de lutte contre les incendies n'ont cessé d'asperger les bâtiments, forêts et domiciles de produits retardant la combustion, alors qu'à titre préventif, 600 écoles et de nombreux parcs nationaux ont été fermés. Avec l'aide de l'hélicoptère, nous pouvons mettre en place une ligne humide au sol pendant que les pompiers nettoient. C'est donc beaucoup moins dangereux pour les prochains jours. Alors qu'à Sydney, l'état d'urgence a été déclaré, une dizaine de feux non maîtrisés ont fait 3 morts et détruit 150 habitations et continuent leur progression vers la métropole. Vous pouvez reconstruire votre maison, mais vous ne pouvez pas construire votre vie. Créer votre vie à nouveau. Alors on a de la chance, il y a de pauvres gens qui ont été tués, des maisons qui ont disparu. Au cours des derniers mois, ce sont 11 000 km², soit l'équivalent de la Jamaïque, qui sont partis en fumée. C'est un événement qui réunit tous les 2 ans les 193 États membres de l'UNESCO. La 40e conférence générale de cette organisation onusienne s'est ouverte aujourd'hui à Paris. Une délégation marocaine prend part à l'événement qui se poursuit jusqu'au 27 novembre. L'ouverture a été marquée par un événement de haut niveau intitulé « Régénération, repenser le multilatéralisme avec les jeunes acteurs du changement ». L'occasion également pour Zohra Alaoui, présidente sortante de la conférence, de faire le bilan de ces 2 années de mandat. Rita Saha. Maintenir un système universel et préserver un monde multipolaire, tels sont les objectifs des Nations Unies pour faire face à la fragmentation du monde. En ouverture de la 40e conférence générale de l'UNESCO, Antonio Guterres a d'ailleurs fait part de son inquiétude quant à l'incertitude, au chaos et à l'angoisse qui règnent dans de nombreuses parties du monde et face aux tensions qui divisent la planète. Un monde fait de fissures et de lignes de failles n'est pas durable. Dans ce contexte, le rôle de l'UNESCO est central pour rapprocher le monde. Les mots du secrétaire général des Nations Unies nous ont dit les attentes du système des Nations Unies vis-à-vis de l'UNESCO sur les défis majeurs du XXIe siècle. L'éducation, bien sûr, la disruption technologique et l'intelligence artificielle, la biodiversité, la liberté des médias, la prévention des extrémismes. Durant cette rencontre tenue à Paris, les membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ont fait le bilan de ces 2 dernières années et ont mis notamment en exergue le défi du multilatéralisme et la menace de voir se rompre certains dialogues entre les 193 États membres de l'UNESCO. La présidente de cette conférence, élue à ce poste à l'unanimité il y a 2 ans, a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenue durant son mandat. Il me tient particulièrement à cœur de remercier mon chef d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour l'immense intérêt qu'il n'a cessé d'accorder à l'UNESCO, pour avoir placé l'éducation et la formation professionnelle au centre des priorités nationales du Maroc, pour agir sans relâche en faveur de la préservation et la restauration de notre patrimoine, pour placer l'humain au centre de nos stratégies de développement durable, pour protéger sans concession aucune nos valeurs de tolérance et de respect de l'autre. Zohra Alaoui, première femme issue du monde arabe, du monde musulman, mais également première africaine à exercer ce mandat, a reçu ce matin la médaille d'or de l'UNESCO en reconnaissance du travail accompli ces 2 dernières années. Jusqu'au 27 novembre prochain, les représentants des 193 États affiliés à cette organisation participeront aux différents programmes et rencontres prévues dans le cadre de cette 40e conférence générale de l'UNESCO.
Il a contribué à la paix et à la réconciliation dans son pays, lauréat du prix Nobel de la paix 2016. L'ancien président colombien Juan Manuel Santos vient de recevoir le prix international Mémoire pour la démocratie et la paix, décerné lors de la 8e édition du Festival international de cinéma et mémoire commune à Nador. Reportage Fouad Azzouzi et Mohamed Hijoub, le commentaire est de Salim Benabou. Juan Manuel Santos peut être fier. L'ex-président colombien a reçu tout sourire le prix international baptisé Mémoire pour la démocratie et la paix. Au prix Nobel reçu en 2016 s'ajoute celui-ci pour avoir mis fin à la guérilla des FARC, ce conflit armé qui décimait son pays depuis 50 ans. Le monde a besoin d'empathie et de modération, particulièrement dans le langage. Le respect pour la différence est ce que nous avons vu dernièrement ici au Maroc et ce que nous avons vécu au Colombie après le processus de paix, ce qu'on appelle la réconciliation. C'est quelque chose de difficile et qui nécessite du temps. La réconciliation es algo que es difícil y toma tiempo. Cette 8e édition est dédiée au processus de justice transitionnelle qui se sont déroulés dans différents pays du monde au cours des 3 dernières décennies, notamment au Maroc, où Sa Majesté le roi Mohamed VI a initié l'instance d'équité et de réconciliation. En matière de justice transitionnelle, les choses ont beaucoup évolué. Le cinéma, plusieurs longs métrages, plusieurs œuvres cinématographiques traitent la mise en œuvre de l'instance de l'équité et de réconciliation. Des hommages ont été rendus également à des figures marocaines de l'art et de la culture, à l'image d'Ahmed Boulen, de l'écrivain et penseur Mohamed Boudan et de la photographe Zulikha Azdoun, qui ont contribué à travers leurs œuvres à promouvoir la culture de la réconciliation et de la paix. Parlons économie à présent, faire un placement pour acquérir un produit ou un bien ou encore faire face à des événements imprévus. L'épargne est une réelle solution pour constituer un capital. Si la culture de l'épargne était répandue pendant plusieurs générations, elle connaît aujourd'hui une baisse. Seulement 3,2% des ménages marocains déclarent épargner une partie de leurs revenus, un chiffre qui s'explique par 2 facteurs. Les détails dans ce reportage de Oussama Bkali. Épargner une partie de son revenu en vue d'une conservation de l'argent ou pour un investissement est à la base de la bonne santé de l'économie nationale. Mais alors que le Maroc a plus que jamais besoin d'investissement, le Wali de Bank el-Maghrib déclarait cette semaine que les ménages marocains n'épargnent pas plus de 14% de leur revenu disponible brut. Un chiffre qui serait beaucoup plus bas si l'on se limitait aux dépôts dans les institutions financières. J'utilise 2 comptes, l'un dédié à l'épargne et le second pour les dépenses journalières. L'autre pour tous les jours. Pour mes dépenses à long terme, je place mon argent à la banque. Pour les dépenses concernant les vacances, la santé, je préfère garder mon argent à proximité. Moi, je n'arrive pas à épargner, je consomme tout mon revenu, je me fais plaisir et s'il me reste quelque chose, je le donne. Alors qu'au début de l'année 2019, toutes les analyses annonçaient une décélération de l'épargne, aujourd'hui, c'est chose confirmée. À peine installée dans la nouvelle tour CFC, la direction de la supervision bancaire de Bank el-Maghrib nous éclaire. Les dépôts sous forme de comptes d'épargne, essentiellement de comptes donc sur carnet, ils ont augmenté de 3,9%, alors que les dépôts à terme, ils ont marqué une hausse limitée de 0,9%. Par catégorie d'agents économiques, les dépôts des particuliers et des résidents ont augmenté de près de 4,7%. Les dépôts des MRE ils ont augmenté de 0,2% à fin août 2019. Mais si cette décélération s'explique selon Bank el-Maghrib par la baisse du taux de rémunération des dépôts à long terme ou encore par la décélération des transferts des Marocains résidant à l'étranger, il est clair que ce qui freine l'épargne est avant tout le manque de culture financière. Une enquête de la Banque mondiale sur la capacité financière a relevé que seuls 10% des sondés ont connaissance des produits financiers marocains. Focus à présent sur ce centre d'accueil pour enfants trisomiques et souffrant d'handicap mental. Cette structure réalisée dans le cadre de l'INDH pour une enveloppe de plus de 8,5 millions de dirhams a été inaugurée au quartier Louhda ou Ouarzazate. L'espace, le premier du genre dans la ville, peut accueillir jusqu'à 120 enfants. C'est un reportage de Nzhab Azizi El Mouloudi Zindine. Le récit est de Salim Abnab.
Ils évoluent doucement mais sûrement, entourés du matériel pédagogique adapté. Cette structure spécialisée qui a récemment ouvert ses portes, la seule dans la région, accueille 120 enfants et adolescents atteints de trisomie 21. Cela fait 3 ans que mon enfant suivait des cours pour mieux communiquer. Il est ici maintenant. C'est une très belle initiative qui, je l'espère, se multipliera à travers le royaume. Une quarantaine de professionnels, médecins, auxiliaires de vie, professeurs accompagnent ces enfants tout au long de la journée pour permettre à chacun d'évoluer à son rythme. Ces enfants ont simplement besoin d'une attention particulière. Il faut leur montrer que l'on ressent de l'amour. Il faut qu'ils ressentent votre attachement pour eux et ils sont capables d'accomplir de grandes choses. Des cours de cuisine, de jardinage et de tapisserie sont dispensés. Le centre espère élargir l'offre de formation dès la rentrée prochaine. De quoi offrir à ces enfants un quotidien ordinaire et pourquoi pas une insertion professionnelle. Santé avec cette initiative organisée chaque année par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé, une collecte de sang qui a mobilisé étudiants et corps enseignants. Organisée au cœur de la vie étudiante, ces grandes collectes événementielles ont pour objectif de sensibiliser les étudiants aux dons de sang, de détecter et fidéliser de nouveaux jeunes donneurs et recueillir un nombre important de poches de sang. Reportage Bouchra Raif, le récit est de Amina Abdelkhalq. Le va-et-vient est incessant devant cette salle de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé, un espace réservé à cette 3e étape de la campagne nationale de don de sang. Le don de sang est un geste qui peut sauver des vies et aider des malades en cas de besoin. Donner de son sang est le seul moyen d'aider plusieurs personnes à la fois. Cette campagne organisée annuellement a mobilisé les étudiants, mais également le corps professoral et le personnel administratif de la faculté. À ce rythme, l'objectif de collecter 100 poches de sang devrait être atteint. Cette opération fait partie d'une campagne nationale qui nous concerne tous. Nous sommes ravis de voir que nos étudiants sont nombreux à répondre à cet appel et à se mobiliser ainsi. Une mobilisation devenue nécessaire, surtout que les réserves nationales de sang couvrent les besoins de 7 jours seulement, ce qui correspond au minimum requis pour pouvoir sauver des vies. Pour terminer cette édition, une satire sociale réalisée par Naïma Ziten et interprétée par les comédiens du théâtre Aquarium. La pièce traite du problème de la paternité en inversant audacieusement les rôles biologiques de la femme et de l'homme. Dans Zlo El Eslam Tkoum, 2 hommes attendent un enfant et racontent les maux endurés pendant leur grossesse. Après une tournée nationale à Tanger, Rabat et Salé le 20 novembre prochain, la pièce se produit bientôt en Europe. Ce sont des images de Youssef Lotfi commentées par Sami Halissi. À première vue, on a du mal à y croire. 2 hommes assis, le ventre proéminent et qui attendent leur tour dans un cabinet de médecins en discutant de leurs maux de grossesse. Nous jetons la lumière sur la grossesse et nous pensons que l'homme devrait partager cette fatigue et cette douleur. Ce qui semble être un remake théâtral du film L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune est en fait une pièce à la fois audacieuse et drôle du théâtre Aquarium sur la paternité. 70%. En préparant la pièce, nous sommes allés poser des questions dans des villages et à la campagne. Et à la lumière de leurs réponses, nous avons pu constater que plus de 90% des hommes sont complètement absents pendant la grossesse, n'accompagnent pas leurs femmes chez le médecin et n'ont aucun geste de tendresse envers elles. La pièce Nzlo El Eslam Tkoum se produit le 20 novembre à Salé après une tournée nationale et entame bientôt quelques représentations en Europe et en Afrique.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le Proche-Orient à nouveau sous haute tension. L'aviation israélienne a tué ce matin l'un des chefs du djihad islamique à Raza. L'organisation islamiste rivale du Hamas, qui a confirmé le décès, a aussitôt réagi en tirant des dizaines de roquettes contre Israël. Des échanges de tirs qui font craindre une nouvelle escalade dans la région. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Aitihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.